On est en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Dr Tawfiqi. Bonjour Dr Benabou. Bonjour Salman, Hafidi. Bonjour Ahmed. Bonjour les amis. C'est la magie du digital, donc chacun dans un coin, quelque part dans le monde. Donc on va se donner encore 2 petites minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent et après on va commencer Inch'Allah. Donc on se donne encore 2 petites minutes avant le démarrage de notre premier épisode dans le cadre des vendredis ramadanesques de la 2G. Encore 2 petites minutes. Donc l'audience, au fur et à mesure, ils arrivent, ils rentrent. Bonjour à toutes et à tous. Alors. Je voulais apporter une petite correction dans les transferts des liens. On a parlé de l'association de gériatrie et gérontologie, alors qu'en fait c'est l'alliance Euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. Voilà, l'alliance euro-marocaine. On a corrigé en dernière minute. Il y a des personnes qui ont du mal à rentrer, ils m'envoient même des messages privés. En fait, il s'acharne à vouloir remplir toutes les cases, alors que c'est pas nécessaire. Et effectivement, de ce côté-là, ça pose un problème quand on n'est pas habitué à la plateforme. Oui, oui. Je lui ai dit, tu rentres juste via l'adresse mail. Voilà, c'est simple. On a eu le même problème lors du dernier webinaire. Oui. Je lui réponds. Donc, on va bientôt débuter, comme ça pour être dans les temps. D'accord, encore 1 minute. Alors, je vois les... Voilà, hop. Voilà, hop. Là, il y a de plus en plus, il y a des gens qui arrivent. C'est bien. De plus en plus, ça rentre. Ils ont réussi à se connecter. Oui, et je pense on va se l'approprier tout doucement. Ça va venir. En sachant qu'on a 2 heures de décalage horaire, donc on a 18h14 exact à heure Paris et il est 16h14 heure Rabat. Alors, est-ce que
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit problème technique parce que les gens rentrent, mais ils ne nous voient pas. Ah, Donc, non, je vois. Il y a des gens qui nous voient. Est-ce qu'ils nous entendent? J'envoie un message. S'ils nous entendent, on pourrait leur donner. Normalement, on est en direct. J'ai eu la confirmation technique. Donc, on est en direct. On nous entend. Donc, c'est parfait. On nous entend. On est en direct. Donc, l'enregistrement est activé. Donc, pour nous, tout est OK. Donc, on est en direct. Oui, on va commencer bientôt la Nouria parce qu'on me pose des questions. OK, ben, on va commencer. Voilà, on va commencer. Donc, il faut continuer à parler. On va commencer. On va commencer maintenant. OK. Et au fur et à mesure, on va nous rejoindre. Donc, c'est parti. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au sein de, on va dire, de la grande famille de la 2G. La 2G, elle continue, on va dire, sa série des webinaires et cette fois-ci, on est sur une série spéciale Ramadan, donc les ramadanesques les vendredis ramadanesques de la 2G qui vont avoir lieu chaque semaine. Et du coup, aujourd'hui, je serais ravi de vous dire bienvenue. Merci mes amis, merci chers collègues, chers compatriotes, toute l'audience. Donc on est suivi un peu partout dans le monde. Je remercie nos, nos panélistes. D'abord, Dr Malika Tawfiqi, que je vais présenter tout à l'heure, on va dire sa biographie, plutôt sa présentation technique. Mais surtout, un grand merci à Dr Abdelhadi Ben Abou, qui est le président de la Société marocaine de médecine générale. C'est lui qui va inaugurer on va dire, ce premier épisode. On va dire comme ça, on inscrit, vous mettez aux agendas, c'est le premier épisode de ces vendredis rabadanesques de la 2G. Donc, je vous dis que ces rendez-vous auront lieu chaque vendredi du mois de Ramadan à 16h, heure marocaine, et à 18h, heure française. Ils seront animés par d'éminentes personnalités et dans différentes spécialités médicales pour échanger avec les professionnels de santé sur de nombreuses questions en rapport avec le jeûne des personnes âgées, souvent fragiles et en situation de vulnérabilité. On va partager un savoir avec ces professionnels, on aura des conseils pratiques et des recommandations scientifiques. Ça sera l'occasion d'interagir de façon interactive, c'est un peu le but, et ça sera l'occasion de répondre à toutes les interrogations lors de ces webinaires. Encore une fois, merci à nos deux panélistes, Dr Ben Abou et Malika Tawfiqi. Sans m'attarder, je vais bien sûr donner la parole à Monsieur Ben Abou, mais j'aurais beaucoup de mal à parler de Dr Ben Abou de par son expérience. Je lui ai demandé de me faire un petit résumé de par ses multiples casquettes et de par ses grandes contributions, ses grands travaux dans le champ médical au Maroc, et je dirais pas qu'au Maroc, et même à l'échelle internationale. Donc, Dr Ben Abou, tout d'abord, comme je l'ai dit à mon introduction, c'est le président de la Société marocaine de médecine générale. Il faut savoir qu'il était à la tête d'autres sociétés savantes au Maroc. Il est le président fondateur de la Société marocaine de développement de la médecine de famille. Il est le président fondateur de MG Maroc, donc tout le monde le connaît. Il est ex-membre du comité technique et scientifique national de vaccination. Et comme c'est quelqu'un qui ne sait pas se reposer, il est encore
actif sur un grand projet d'envergure à l'échelle nationale. Il est l'initiateur du projet Regard, qui est le réseau généraliste d'alerte et de recueil des données sanitaires. Donc, sans trop m'attarder, je donne la parole à mon cher ami et que je dirais aussi mon cher maître, c'est Ibn Abou, parce que je pense que tu es quelqu'un qui est très généreux, qui continue à donner encore et encore, et on est très ravis de t'avoir parmi nous. Euh, Déjà, c'est pas la première fois, je pense que déjà on est sur le deuxième webinaire, on va dire officiel, il y a plein d'autres réunions officieuses. Donc, sans m'attarder, à toi la parole, cher ami. Merci encore une fois d'être parmi nous. Merci, docteur Imad Al-Hafidi. Je pense que ta générosité n'a rien à envier à la mienne et je te remercie de m'avoir invité et de m'avoir ouvert les yeux sur un sujet fondamental dont on n'a pas pris la mesure pendant toute notre activité professionnelle, la gériatrie et la gérontologie. Donc, ce sujet est très important. L'intitulé de ce webinaire m'a beaucoup interpellé. Et je suis resté très longtemps en réflexion devant chaque terme de ce titre. Le jeûne des personnes âgées, le rôle du médecin généraliste. Est-ce qu'on saurait définir chacun de ces termes? Quand on parle, bien sûr, le webinaire d'aujourd'hui tourne autour du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? On pourrait se poser la question, que représente le jeûne par rapport à la personne âgée? Est-ce que c'est par rapport au fait que la personne n'a pas d'apport alimentaire ou hydrique? Est-ce que cette privation pendant de longues heures qui pose problème? Est-ce que c'est par rapport au respect des prises médicamenteuses, de l'adaptation de ces prises médicamenteuses dans la journée par rapport aux heures de jeûne? Est-ce que c'est pour un suivi, par exemple, d'un bilan pour dans le cadre du diabète, pour les mesures capillaires de la glycémie? Est-ce par rapport à l'alimentation qui est déséquilibrée? Et on sait comment sont les tables marocaines qui sont bien garnies en sucre lent et en sucre rapide. Est-ce par rapport aux troubles, à la perturbation du nectémaire? Donc, tout cela mérite d'être vu sous différents aspects selon les cas. Alors, quand on parle d'une personne âgée, c'est quoi une personne âgée? Comment la définir? Est-ce par rapport à son âge, disons, administratif quand il est mis à la retraite? Est-ce par rapport par rapport à l'âge chronologique ou par rapport à l'âge biologique ou par rapport à l'activité sociale? Une personne qui est toujours en activité comparativement à une personne qui est inactive? Est-ce par rapport à des normes qui sont définies par qui, que ce soit par l'OMS ou ça dépend des pays? Donc, c'est quoi une personne âgée? Une personne âgée n'est pas un chiffre, n'est pas des statistiques. Une personne âgée qui arrive chez le médecin, on va le voir sur le plan médical, une personne âgée, c'est un cas. Et chaque cas est un cas. Et quand nous avons à traiter des cas, c'est des personnes qui sont sans pathologie préalable, avec son terrain morbide connu, ou alors c'est des personnes qui sont suivies à long terme. Alors, quand une personne âgée peut être aussi en bonne santé, mais ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le côté médical. Est-ce que quand un médecin va examiner une personne, que ce soit dans son cabinet ou quand il est appelé à domicile, est-ce que c'est une personne qu'il va voir pour la première fois? Est-ce que c'est une personne qui est suivie, mais par qui? Est-ce qu'elle a un dossier médical? Tout ça pose des problèmes et on ne peut pas
catégoriser les personnes âgées ni leurs maladies dans des tiroirs en fonction de normes et nous n'avons pas non plus d'études sur la situation épidémiologique de ces personnes âgées au Maroc. Il y a une grande lacune quand on cherche sur les revues internationales, zéro étude. À ma connaissance, peut-être qu'il y en a, mais on ne les trouve pas facilement si elles existent. Alors, concernant le médecin généraliste, le médecin généraliste, c'est quelqu'un qui pratique de la médecine générale. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la médecine générale? Pour ce que nous savons, le médecin généraliste traite énormément de pathologies, de la dermato à la cardio, à la gastro. Le médecin a sa vie personnelle, il a sa vie professionnelle, il a son tiers-temps. Est-ce qu'il a le temps suffisant pour se consacrer à ses formations dans tous les domaines, sachant que la médecine, c'est un vaste océan qui est en éternelle évolution et les connaissances arrivent les unes après les autres à une grande vitesse, ce qui fait que est-ce qu'il a le temps de se mettre à jour? Concernant la gériatrie, la gérontologie, c'est un autre océan. C'est un autre océan qui, dans l'océan, qui ajoute de la difficulté à la difficulté. Et dans ce qui concerne la gériatrie, la gérontologie, il y a différents autres facteurs qui viennent compliquer davantage ce qui était déjà compliqué. Alors, quand on considère une personne âgée qui est polymédicamentée, qui a énormément de pathologies dans un environnement familial. Est-ce que cette personne, quand on voit qu'aujourd'hui nous avons un exode rural des enfants, les habitats sont exigus, les familles sont de plus en plus dissociées, pas disloquées, mais disons que il n'y a plus les liens qu'on connaissait avant, que des personnes âgées se retrouvent malheureusement seules. Les personnes âgées du rural ne sont pas celles de l'urbain. Il faut prendre chacun dans son contexte. D'abord, familial. Est-ce qu'une personne est entourée ou est-ce qu'elle est seule? Est-ce que dans son contexte social, la solitude de ces personnes qui sont aussi parfois sur le plan économique, elles sont pas toujours nantis, elles n'ont pas les moyens de consulter, n'ont personne pour les accompagner et souvent dans beaucoup de situations, elles ont besoin de tiers pour les accompagner et souvent les enfants sont loin, ils sont obligés de laisser leur travail pour venir accompagner leurs parents pour une consultation, un bilan, etc. Donc le problème ne se limite pas seulement à la personne âgée, mais également à sa famille. Est-ce que dans le territoire où vit cette personne, est-ce qu'il y a une infrastructure sanitaire? Est-ce qu'il y a une offre de soins adaptée à son cas? Et quel type de soins? Il y a l'éloignement. Aujourd'hui, heureusement, on est en train d'assister à l'élargissement de l'assurance maladie. Peut-être que cette assurance maladie va intéresser énormément de personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner, mais est-ce que la couverture médicale elle-même couvre suffisamment les soins? Quelle est la part apportée par la personne ou par la famille? Tout cela fait que nous avons un ensemble de paramètres qui viennent compliquer l'état sanitaire d'une personne. Ce sont nous avons, selon les situations, besoin d'autres acteurs de la santé qui ne sont pas des médecins. Nous avons besoin pour ces personnes seules, pour ces personnes qui sont loin, etc., qui n'ont pas les moyens. On a besoin d'assistante sociale. Est-ce que nous avons besoin d'assistante sociale? Est-ce que nous avons suffisamment d'infirmiers, de kinésithérapeutes qui sont formés, qui peuvent aller se déplacer à domicile parce que les personnes âgées, ça peut être aussi des personnes grabataires. Donc, il faut éviter les escarres, les raideurs, etc., les soins intimes. Tous ces facteurs-là font que on ne peut pas catégoriser les personnes âgées selon leur maladie. Alors,
En ce qui concerne quand il y a ce contact entre le médecin et une personne âgée, est-ce que la maladie est déjà installée? Est-ce que c'est une consultation spontanée? Et quand le médecin reçoit une personne dans son cabinet, tous les problèmes pour accompagner, pour transporter une personne, pour la déshabiller, l'allonger, la rhabiller, expliquer, souvent des personnes qui comprennent pas très bien ce qu'on leur dit, qui ont du mal à entendre, etc., font que le temps de consultation est très très long. Et peut-être cela pourrait expliquer que, au fond, depuis tant d'années que la médecine existe au Maroc, il y a très peu de médecins qui s'impliquent dans la gériatrie, dans la gérontologie. Alors, après avoir scanner très rapidement, très succinctement ce que c'est que le jeune, ce que c'est que le médecin, ses difficultés et ce que c'est que la personne âgée. Maintenant, quel est le rôle du médecin généraliste? Le rôle du médecin généraliste s'inscrit dans une dynamique globale qui concerne un peu tous ces acteurs que j'ai évoqués et que son rôle finalement dans cet ensemble, il est réduit à pas grand-chose parce qu'il n'est qu'un élément parmi les autres parce que l'offre de soins doit être globale. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un carrefour. Dans un carrefour dans le sens où nous sommes devant, au Maroc, hein, on parle des personnes âgées au Maroc, et comme partout dans le monde, l'espérance de vie s'allonge avec son cortège de maladies chroniques, de complications de maladies existantes, de cancers, de diminution des capacités physiologiques de la personne, la réduction de ses déplacements, les problèmes psychiques aussi, les dépressions. Donc, pour ces gens, ces personnes qui sont économiquement non productives dans la grande majorité des cas, constituent, vu la lourdeur des pathologies, leur chronicité, un gouffre financier autant pour les personnes, pour les familles que pour les organismes d'assurance maladie et en définitive pour tout le pays. Mais espérons que dans ce carrefour, il y a aussi cette généralisation de l'assurance maladie qui va aider à réduire un petit peu les souffrances de ces personnes. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, justement, grâce à ce lien que nous avons établi avec l'Alliance A2G, nous commençons à parler de la gériatrie et nous savons qu'au Maroc, il y a très très peu de médecins qui se sont formés. Est-ce que nous avons suffisamment de médecins formés en gériatrie, gérontologie pour prendre en charge cette population vieillissante et dont la masse grossit régulièrement? Nous avons la chance aussi d'avoir de plus en plus d'associations plus ou moins grandes, plus ou moins régionales, locales, nationales, et nous n'avons pas de vision globale d'ensemble. Et puisque le mot alliance est là, est-ce qu'il ne serait pas utile de mettre tout le monde, de sensibiliser d'abord les médecins avant de commencer à sensibiliser nos patients et ensemble d'avoir une vision commune parce que ce projet le regard que vous avez évoqué, docteur Imad Al-Hafidi, nous avons distribué un questionnaire à des médecins et nous avons ressorti les maladies les plus fréquentes qu'ils rencontrent dans leur exercice. Et donc notre choix de nous intéresser à la gériatrie gérontologie, c'est pas un hasard. C'est sorti de cette étude que nous voulons scientifique et que nous travaillons avec l'université et en particulier avec la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Donc cette gériatrie devrait être le souci de tous vu l'impact qu'elle a sur les familles, sur l'économie, sur la santé des gens et sur la formation des médecins. Et donc, je parle de la formation des médecins parce que nous sommes à la veille de la refonte du système de santé et il ne peut pas y avoir de refonte du système de santé sans la refonte de la formation de base
et de la formation continue. Et quelle est la part, quel est le pourcentage de la formation en gériatrie, gérontologie dans les facultés? Je pense qu'elle n'est pas très volumineuse et qu'il faudrait peut-être, dans la refonte du système de santé, veiller à ce que disons, ce que j'ai appelé ce gouffre, cette part de la population qui va grandir, il faudrait qu'elle soit enseignée à la faculté et que toutes les forces vives du domaine de la santé s'impliquent dans cette optique, dans cette stratégie. Et quand je parle tous les acteurs de la santé, ça veut dire aussi les infirmiers, les kinésithérapeutes, et il ne faut pas oublier ceux qui ont le plus grand accès, le plus facile à la population, c'est les médias. Les médias qui jouent un rôle très important, qui devrait nous accompagner, par exemple, pour sensibiliser les gens, pour qu'ils viennent avant le ramadan, justement, pour recevoir les conseils judicieux de leurs médecins formés. Et il serait intéressant que aussi, dans la formation médicale continue, que toutes les associations, chacune à son niveau, puissent, indépendamment des autres, mais dans la même vision, essayer de s'impliquer pour former les médecins dans cette gériatrie qui est, ou gérontologie, qui est aussi la médecine générale des personnes âgées et qui fait appel à des spécialités aussi. Alors, le rôle du médecin, maintenant je termine avec le rôle du médecin. Le rôle du médecin dans tout cela, pour gérer tout cela, il a besoin de tout ce monde-là. Et pour faire la part des choses, c'est très délicat, c'est très difficile parce qu'on gère du cas par cas en tenant compte des facteurs sociaux, économiques, culturels, etc. Sachant que la religion aussi, elle joue un rôle important du fait que certaines personnes refusent carrément de rompre le jeûne, etc. Donc il faut apporter les messages. Nous avons besoin des imams aussi dans les mosquées pour passer les bons messages. Et donc, le rôle du médecin aujourd'hui, en dehors de ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire par la prévention, par le traitement de tout venant, il faudrait qu'il s'organise et qu'il organise au niveau territorial des filières de soins où sont impliqués les infirmiers, où sont impliqués les kinésithérapeutes, les dentistes, enfin, tous les acteurs de la santé selon les cas, et donc en sachant que traiter les personnes âgées, souvent, est beaucoup, beaucoup plus difficile que traiter une personne saine qui a la même maladie, par exemple. Et donc, la simple organisation de ces filières de soins pourrait contribuer à réduire énormément des événements indésirables et qui sont évitables seulement par l'organisation et par la rapidité de prise en charge de certaines pathologies. Donc, je pense qu'à partir de là, le rôle du médecin, c'est aussi de contribuer à faire des études sur sur tout ce qui relève de la gériatrie, de la gérontologie, pour affiner la formation, pour orienter la formation, pour orienter les prises en charge, selon aussi les données nouvelles de la science. Et je pense que le rôle principal du médecin, où qu'il soit, quel qu'il soit, généraliste ou spécialiste, devrait prendre en considération l'avenir. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un renchérissement du coût de la vie et du coût des médicaments, de tout ce qui est technologie de traitement, de diagnostic sur le plan sanitaire médical. Les infrastructures ne suivent pas. Et c'est dans ce contexte qu'ensemble, on pourrait rationaliser les efforts, rationaliser les moyens pour le bien-être de notre population. Si le médecin joue ce rôle-là aujourd'hui pour préparer l'avenir, s'il comprend cela, s'il s'implique, je crois qu'il remplirait très bien son rôle avant celui de commencer à traiter. Voilà. Je m'arrête là en espérant qu'on pourrait préciser davantage ces points au travers des questions s'il y en a par la suite. Merci infiniment, Dr Benabou, pour cette excellente présentation. À mon avis,
Je pense que dans votre présentation, outre l'expérience, on sent l'expérience, l'humain. Je pense que vous avez fait une belle dissection, je dirais, en faisant un tour d'horizon, en allant définir, ou plutôt quand vous avez posé la question, est-ce qu'on peut définir une personne âgée? Donc, ce n'est pas un chiffre, vous l'avez si bien dit, et vous avez bien mis le doigt en disant qu'il faut agir au cas par cas. Donc, un vaste océan en éternelle évolution. J'ai beaucoup aimé cette expression puisque la science ne s'arrête pas. Et vous l'avez bien dit, dans cet océan, la gériatrie se retrouve aussi un vaste océan dans l'océan. Donc, vous avez évoqué des notions, mais vraiment très importantes en termes de management, on va dire, territorial de la santé. Vous avez évoqué que pour mieux prendre en charge une personne âgée, il faut la prendre dans un territoire de santé qui met en lumière l'offre de soins. Pourquoi? Parce que cette personne âgée est très hétérogène et pour le coup, ses besoins sont très variés et en fonction de la personne âgée et surtout, vous l'avez si bien dit, dans son environnement. Donc, le regard, quelque part, ne s'arrête pas uniquement à la personne âgée, mais c'est une vision quand même de 360 degrés dans son environnement. Vous êtes aussi impliqué dans pas mal de travaux et surtout d'études qui vont mettre en lumière un peu cet état des lieux, mais et surtout ce qui est intéressant dans le projet que vous avez cité, Regard, c'est que ça permettra de donner des réponses, je dirais, plutôt des réponses par région à travers ce retour de questionnaires scientifiques et à travers vous, je remercie vos partenaires, notamment professeur Najdi pardon, Adil de la faculté de médecine de Tanger et toute son équipe, et puis à travers vous aussi, votre équipe, tous les membres du bureau, je connais quelques-uns comme Lubna Bensouri, comme Sibouzid, comme Simlouli, donc vous avez une belle équipe derrière vous et je pense que nous déjà on s'inscrit résolument dans ce travail, on a commencé par établir un questionnaire et qu'on pourra continuer aussi dans ce sens. Vous avez mis le doigt sur la formation. Effectivement, on ne sait mieux faire que les choses où on est le mieux formé. Ne serait-ce que pour parler un même langage, donc vous avez mis le doigt sur la formation et vous avez même dit que déjà il faut presque prioriser la formation d'abord chez les professionnels de santé et après l'élargir au reste de la population. Et c'est ce qui se fait déjà à travers les médias et à travers les réseaux sociaux. Et aussi, vous avez apporté un concept, d'ailleurs on a bien compris que pour mieux prendre en charge une personne âgée, il faut la prendre en charge dans une filière et dans cette filière se dessinent les parcours de soins. Ça paraît un peu un langage, on peut dire un peu on va dire d'experts, mais finalement c'est juste pour dire que la personne âgée, elle est prise en charge dans sa globalité et dans cette globalité, ça passe par des réponses d'un système de santé adapté à cette population. Et comme je le dis à chaque fois, et on en a parlé plusieurs fois avec Dr Benabou, c'est à nous de s'adapter à cette population qui a vieilli beaucoup plus vite dans notre contexte marocain avec un taux d'accroissement annuel de 3,5% et on s'est vite rattrapé par pas que des vieillissements harmonieux, mais surtout le problème, c'est quand il y a des vieillissements désharmonieux et toutes les problématiques. Et bien évidemment, je le dis et je le redis, le médecin généraliste de première ligne, il est aussi la leitmotiv de tout ce parcours de coordination. Aujourd'hui, on se réjouit parce qu'on a compris ça. Ça a pris des années, je pense, c'est Benabou. Vous l'avez dit, on peut dire presque 20 ans en arrière. Ça a pris des années, mais aujourd'hui, je pense que le moment, elle est là, dans un contexte historique de transition, on va dire, au Maroc démographique et aussi de la couverture sociale. Donc, je vais m'arrêter là, mais encore une fois, mille merci pour cette analyse et je pense qu'on va revenir pour les échanges. Ah oui, c'est Benabou, vous vouliez rajouter quelque chose, mais on reviendra vers la fin. Allez-y. C'est juste pour préciser, nous avons parlé du projet Regard. Regard signifie réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, ça donne Regard, mais généraliste ne veut pas dire médecin généraliste, généraliste c'est-à-dire qui prend en charge différents sujets, différents thèmes. Et ce projet qui est pris en charge aujourd'hui par la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger a sorti plusieurs sujets qui sont
prioritaire, et parce que la formation, le médecin ne peut pas se former en tout parce qu'il n'a pas le temps de le faire, il doit s'orienter vers les pathologies les plus lourdes, les plus fréquentes. Et d'où est ressortie la gériatrie, les maladies des personnes âgées, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Sibn Abou, pour cette précision. Comme vous l'avez si bien dit, c'est presque la gériatrie qui s'est imposée à vous parce que la réalité, elle C'est était. pas le choix. Nous ne Voilà. l'avons pas On n'a choisi. pas le choix. Main dans la main, on arrivera à faire quelque chose et surtout pour notre population, nos personnes âgées à qui on leur doit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, sans m'attarder, je vais présenter ma collègue Dr Malika Tawfiqi. Dr Malika Tawfiqi, elle est gériatre, gérontologue. Elle a un très 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 long parcours, je dirais entre les deux rives, parce qu'elle a exercé au Maroc, elle a exercé pour plus d'une vingtaine d'années, elle exerce encore en France. Je suis très heureux, je dirais. Pourquoi je suis très heureux? Parce que Malika Tawfiqi, elle est un des membres du bureau de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop être en avant, je le dis parce que ça va la faire sourire. J'ai eu beaucoup de mal à l'attirer, mais c'est quelqu'un qui nous conseille énormément. Je pense que sur beaucoup de thématiques, sur l'aspect, elle est membre aussi du comité pédagogique du diplôme universitaire de gériatrie et gérontologie qui a lieu à Casablanca. C'est une des formatrices. Alors, Malika Tawfiqi, c'est un gériatre gérontologue qui, dans la suite de la présentation de Sibn Abou, elle a touché un petit peu à tout ce que vous venez de dire, puisque vous avez dit une personne âgée, c'est pas un cas. Et puis, il faut se former. Eh ben, elle a compris ça encore plus tôt que n'importe qui. Elle s'est formée un peu partout pour s'adapter et donner des réponses adéquates à ces personnes âgées. Elle est médecin gériatre gérontologue, pas que. Elle est diplômée en psychiatrie du sujet âgé, en oncogériatrie, en nutrition thérapeutique et du vieillissement du sujet âgé, en cicatrisation. Elle est diplômée aussi dans les soins palliatifs, dans la prise en charge de la douleur. Tbarkallah, elle est aussi diplômée dans tout ce qui est maladie cardiovasculaire du sujet âgé. Donc, je vais m'arrêter là parce que Tbarkallah, c'est une fierté, quand je dis une fierté pour nous tous, déjà collègues, et une fierté par sa générosité qu'elle met au service, on va dire, des collègues. Et c'est dans ce sens-là que s'inscrit cette synergie de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie. On a aussi beaucoup à apprendre aussi de nos collègues qui exercent au Maroc parce que, comme je dis, la population âgée ici à l'étranger, on a beaucoup de Maghrébins, on a beaucoup de musulmans aussi, parce que le sujet c'est aussi le Ramadan. Si je cite un chiffre, il y a 16 à 18 millions de musulmans à l'étranger. Donc je pense que nous, ici à l'étranger, même en France, on est amené à prendre en charge ces personnes âgées, souvent fragiles, et chez qui se pose la question du jeûne, est-ce que leur état est compatible ou pas. Donc je vais laisser la parole à Dr Tawfiqi qui va aussi, en allant de son expérience professionnelle, nous parler du jeûne chez la personne âgée. Et à toi la parole, cher ami. Merci beaucoup. Merci Ahmed, donc merci pour cette introduction, c'est gentil. Donc c'est bien donc de partager nos expériences avec nos confrères donc marocains, et ça c'est un honneur. Je vais parler du jeûne des personnes âgées. Voilà, je vais partager mon écran. Je pense que vous... Oui, on le voit très bien, il est partagé. Super. Non. Voilà, le jeûne vu du gériatre, parce que la gériatrie, c'est la spécialité médicale qui prend en charge la santé de la personne âgée, et la gérontologie, c'est l'étude du vieillissement dans toutes ses dimensions, sociales, économiques, santé publique, démographique, psychologique, anthropologique, culturelle et autres. Le vieillissement, il n'y a pas de consensus. L'âge chronologique, c'est un mauvais indicateur des capacités fonctionnelles et modes de vie. La définition administrative, c'est est-ce que c'est l'âge de la retraite et l'âge de l'entrée dans le vieillissement, 60 ans, 65 ans. Typologie des patients, consommation de soins, c'est ce que donc voilà, tout le monde se dit. Subdivision sur une base chronologique et sociale, 3e, 4e âge. Âge d'entrée en institution, c'est-à-dire les EHPAD, les résidences d'autonomie, et voilà, et le seuil, donc on y va vers 85 ans.
Quelques chiffres à l'échelle mondiale, c'est plus de 135 ans, l'espérance de vie, plus de 105 ans d'augmentation rapide. En 2018, première fois de l'histoire, plus de 65 ans et plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans. Et en 2019, une personne sur 11, plus de 65 ans. Et en 2050, on sera une personne sur 6, plus de 65 ans. Vieillir, c'est quoi? C'est en fonction des capacités de réserve. Un vieillissement réussi, c'est maintien des capacités fonctionnelles de réserve. Un vieillissement usuel, diminution légère des capacités fonctionnelles non attribuables à une pathologie de l'organe. Vieillissement avec fragilité, diminution modérée des réserves, exposant à un risque accru de décompensation fonctionnelle face à une agression. État des lieux au Maroc, c'est sujet de plus de 60 ans. En 2004, on avait 80,1%. En 2021, ça a grimpé à 11,7%, soit 4,7 millions. Et en 2030, on serait 15,4%, soit 6 millions. Et en 2050, ça va être 20%. Donc, on a suite des sujets de plus de 70 ans. En 2021, 1,6 million. Et en 2030, 2,6 millions. Ça veut dire plus de 63%. Et plus de 32 ans d'espérance de vie à la naissance entre 1955 et 2015. 75 ans chez les hommes et 76 ans chez les femmes. Les maladies chroniques les plus fréquentes au Maroc. Les diabètes, 17,1%, l'hypertension, 17%, les cancers, 11,5%, les cardiopathies, 6,8%, l'insuffisance rénale chronique, 5,4%, les maladies rhumatismales, 5,2%, les psychoses, 3,1%, et je pense qu'ils sont sous-estimés. Les particularités sociétales. Les personnes âgées qui vivent avec leur enfant ou petit-enfant, ménage complexe regroupant plusieurs générations, 68%, ou avec un enfant célibataire, 28%, en dehors des modes de cohabitation dominants, 6,9% couple, 6,8% seul, solidarité intergénérationnelle, mais pas à sens unique. 38% aident de leur enfant, 40% gardent, donc on a garde enfant. Selon le rapport du Conseil économique, social et environnemental, en 2015, isolement social, précarité, analphabétisme, 7 sur 10, faible taux de couverture sociale et sanitaire, 1 sur 5, et faible niveau de ressources. Personnes âgées, le jeûne. Le ramadan est en général sans danger pour les pratiquants et l'âge n'est pas en soi un obstacle à son respect. Il existe toutefois des contre-indications absolues, quel que soit l'âge. Le diabète type 1, traité à l'insuline, et diabète type 2 non équilibré, l'insuffisance rénale, la gastrite et surtout les ulcères gastro-duodénaux non traités, les troubles comportementaux alimentaires comme l'anorexie et la boulimie, la malnutrition et la dénutrition, quelle que soit la cause, les affections aiguës, infections aiguës sévères, hémorragies importantes. Les personnes âgées ont souvent tendance à diminuer leur apport alimentaire sans que leurs besoins énergétiques ne soient réduits. Ce manque d'appétit qui survient avec l'âge est en partie dû à l'altération des perceptions des odeurs et du goût. Le seuil de détection des 4 saveurs de base est ainsi augmenté en moyenne de 11,6 fois pour le salé, 7 pour l'amer, 4,3 pour l'acide et 2,7 pour le sucré par rapport à un individu jeune. La dénutrition. Selon les recommandations de l'HAS de novembre 2021, la définition représente l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Le déséquilibre nutritionnel est caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique négative. La dénutrition peut être liée à ou à une association de facteurs suivants. Un déficit d'apport protéino-énergétique, une augmentation des dépenses énergétiques totales, une augmentation des pertes énergétiques et ou protéiques.
Les critères de dénutrition. Les critères phénotypiques sont les suivants. Un seul critère suffit, perte de poids, soit 5% en un mois ou 10% en 6 mois ou supérieur à 10% par rapport au mois habituel avant le début de la maladie. L'IMC inférieur à 22 kg par mètre au carré et sarcopénie confirmée. C'est la perte musculaire. La dénutrition est le plus souvent multifactorielle chez les sujets âgés. Elle est nécessaire, une fois le diagnostic de dénutrition porté, de réaliser un bilan étiologique complet à la recherche d'autres critères étiologiques orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique. Lorsque le diagnostic de dénutrition est établi, il est recommandé d'évaluer la sévérité. La sévérité de la dénutrition est établie selon les seuils d'IMS et le pourcentage de perte de poids ou d'albinémie. L'hypoalbinémie n'est pas un critère de diagnostic de la dénutrition, mais un critère de sévérité. La valeur pronostique de l'albumine ne dépend pas de l'existence d'un syndrome inflammatoire et le MNA est un outil de repérage de risque de dénutrition, mais ne constitue plus un critère de diagnostic de dénutrition. Les critères de diagnostic sévère sont les suivants. L'IMC inférieur à 20, donc on a kg par mètre au carré. Perte de poids supérieure ou égale à 10% en un mois et supérieure ou égale à 15% en 6 mois ou 15% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. L'albinémie inférieure ou égale à 30. C'est un seul des critères. Perte de poids. Donc, on a pour faire le diagnostic de dénutrition chez la personne âgée en situation d'obésité, il est recommandé d'utiliser les critères phénotypiques suivants. La perte de poids, supérieure ou égale à 5% en un mois, supérieure ou égale à 10% en 6 mois, supérieure ou égale à 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie, et sarcopénie confirmée, c'est un seul critère. Donc, pour les principes thérapeutiques, c'est privilégier la voie orale par enrichissement de l'alimentation, révision de l'ordonnance commencée. Donc, pour toute personne âgée, il a des polypathologies et une ordonnance qui contient plus de 15 médicaments donc, par jour. Recherche des pathologies intercurrentes comme dépression mucose buccale, voire un fécalome. Et régime, il faut supprimer les régimes abusifs en cours. Donc, on a exemple à partir de 80 ans, donc on a normalement, on peut plus, donc on a mettre un patient sous régime diabétique. Donc ça sert à rien. Donc normalement, c'est une alimentation équilibrée, c'est largement suffisant. Et adapter son traitement. Apporter une alimentation équilibrée, hypercalorique et hyperprotidique entre 25 et 30 calories par kilo par jour et avec 1 gramme kilo par jour de protéines. Les compléments alimentaires, c'est préférable d'utiliser pour les collations. Et les conseils pratiques aux patients et aux aidants, sonde gastrique ou gastrostomie. Pour les personnes donc on a qui sont anorexiques, qui en peuvent plus, donc on a les alimenter par la bouche. L'activité physique et le jeûne à tout âge et toute l'année, elle a un effet bénéfique sur la prévention des chutes, sur la prévention des fractures, des cancers, exemple le cancer du sein, dans la prévention primaire et secondaire, dans le déclin cognitif. C'est-à-dire qu'on a un bénéfique pour renforcement musculaire avec prévention de la sarcopénie, préservation de l'autonomie et à conseiller de préserver une activité pendant le ramadan selon les capacités de la personne âgée. Exemple, la marche avant la rupture du jeûne, ça serait, donc on a adapté. Les troubles de l'hydratation en gériatrie. La sémiologie clinique, pertinence ambiguë des signes cliniques, c'est persistant du pli cutané. On sait avec le vieillissement que le pli cutané, il n'y a pas, donc on a l'élasticité suffisante pour qu'il y ait une persistance. À rechercher en sous-claviculaire, en avant-bras, en cuisse et sternum, baisse de la tension artérielle, mais il faut savoir la pression artérielle antérieure pour voir donc s'il y a une baisse et quelle est la valeur initiale.
La tachycardie, en l'absence de drogue bradycardisante et de dystonomie. La soif, c'est très souvent absente, surtout en cas de déclin cognitif et d'impossibilité de son expression. Sécheresse buccale, mais à rechercher dans le sillon gingivo-jugal, mais à interprétation complexe en cas de ventilation bouche ouverte, médicaments atropiniques, mycose buccale et syndrome sec, troubles neuropsychiques à la fois des signes, donc on a de révélation de déshydratation et conséquences de la déshydratation. Irritabilité, troubles comportementaux divers, mais surtout, donc par exemple l'agitation, la confusion, mais surtout baisse de la vigilance et rupture par rapport à un état clinique antérieur récent. Fébrucule inférieur à 38,5 peut traduire un élément infectieux causal ou une complication. L'oliguerie, c'est importante. Donc, on a chez les personnes âgées, parfois, c'est le seul signe qu'on trouve, durant la déshydratation pour la pathologie. Mais attention au diagnostic différentiel s'il n'y a pas une rétention vésicale derrière. Perte de poids, hypotonie des globes oculaires. Au total, peu de spécificité clinique chez les personnes âgées. Les traitements, par quelle administration et par quelle voie? Péros, c'est la privilégiée pour des déshydratations modérées, natrémie inférieure à 150 millimoles, si coopération du malade, absence de fausse route, sinon boisson gazeuse froide ou eau gélifiée et surveillance adaptée. Par sonde gastrique à proscrire en raison du risque de pneumopathie d'inhalation, mais si pas d'autre solution, ce qui est exceptionnel. Perfusion sous-cutanée, seule ou complément avec un apport Péros, limité par le volume maximum 2 à 2,5 litres par 24 heures, mais on peut décider de réaliser le programme thérapeutique sur plusieurs jours si on veut éviter l'hospitalisation. Perfusion intraveineuse, la plus sûre en termes de quantité passée, difficulté technique, veine peu accessible, agitation. Les médicaments et le jeûne. Selon la conférence médico-religieuse initiée par la Fondation Hassan II, je pense que tous les médecins ici au Maroc, ils savent, donc on a très bien les voies, donc on a pendant le Ramadan, ce qui sont autorisés, ne sont pas autorisés, donc on a les prises orales, et sont autorisées les prises médicamenteuses par voie intraveineuse et voie sous-cutanée, par voie nasale, par voie ophtalmique, des suppositoires, ovules gynécologiques, crèmes et pommades, et sprays et vaporisateurs. Donc on a la voie sous-cutanée est très utilisée en France et j'espère qu'elle sera très développée donc au Maroc parce que vraiment c'est un moyen de secours pour les personnes qu'on ne peut pas perfuser en intraveineuse. Les médicaments restent en plus grande quantité et plus longtemps dans l'organisme d'une personne âgée parce qu'il y a donc leur élimination rénale ralentie, leur accumulation dans les graisses et leur passage plus agressif dans le cerveau rendent de fait les personnes âgées beaucoup plus fragiles face aux médicaments. L'observance du Ramadan se relève ainsi toujours problématique face à la prise de médicaments, même anodins en apparence, surtout quand on sait que l'intoxication médicamenteuse est responsable d'un tiers des hospitalisations des personnes âgées dans les pays développés. La bonne perception de tous ces risques que connaissent les personnes âgées de par leur changement physiologique lors du Ramadan n'est aussi malheureusement encore pas toujours bien appréhendée par les professionnels. C'est par exemple, donc on a les personnes âgées, il faut vraiment adapter les médicaments en fonction de leur fonction rénale et leur donc on a un mode de prise en charge par voie orale s'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des médicaments qu'on peut écraser et il y a des médicaments qu'on ne peut pas écraser. Les facteurs de fragilité, donc on a le sujet âgé, voilà, dans toute sa globalité, la douleur, les comorbidités, la cognition, l'environnement social et familial, les chutes, les médicaments, l'autonomie, la nutrition, le vieillissement. Et en conclusion, pour jeûner en toute sécurité, en sérénité, consulter son médecin
Traitons avant toute décision d'observer ou non le ramadan sur la prise de ces médicaments. Pas d'automédication. Je sais que c'est très évolué, donc on a l'automédication au Maroc. Ne pas diminuer sa consommation alimentaire habituelle. Veillez à consommer une bonne ration de protéines, bien boire 1,5 litres par jour au minimum en moyenne. Adopter autant que possible de nouvelles heures de sommeil identiques et réguliers d'un jour à l'autre. Prendre un petit déjeuner très consistant avant le lever du soleil et faire un repas léger au moment de la rupture et en faire un autre 3 heures après. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Tawfiqi. Merci, Malika. Excellente présentation. Je pense que tu nous as, on va dire, faire un tour d'horizon et surtout, je te remercie parce que je t'ai demandé une mission un peu très difficile de respecter le temps avec tout ce que tu avais à nous apporter en un temps réduit, mais je pense que tu as respecté le temps et tu as passé le maximum de messages que je vais synthétiser. Donc, un peu dans la continuité, ce qu'il a dit tout à l'heure, Dr Benabou, la notion d'âge aujourd'hui, on n'en parle plus chez le sujet âgé. On est sur une population très hétérogène. Donc, tu as mis l'accent sur les capacités des réserves. C'est ça qu'il faut aller évaluer pour savoir si la personne âgée peut jeûner ou pas. Donc, quand même, tu nous as mis, on va dire, dans le contexte de notre pays, le Maroc, avec des chiffres. Hein, je te félicite par rapport aux statistiques. Et surtout quand on a vu que maintenant, à l'horizon 2050, on passe à 20% de la population générale. Il y aura des personnes âgées de plus de 60 ans. Et que déjà aujourd'hui, on va dire, on va dire en 2030, on va dire aujourd'hui, en 2021, ils sont déjà à 15,6%, mais pour les plus de 70 ans, la population marocaine chez les plus de 70 ans a augmenté de plus de 63%. Et c'est énorme. Donc, je pense qu'on a tous été rattrapés par ce chiffre et qu'aujourd'hui, la problématique, et on ne peut pas aborder la problématique du sujet âgé de façon, comme je disais, uniciste sur une pathologie, diabète ou HTA ou autre chose, mais plutôt dans un contexte global que j'ai dit médico-psychosocial. Donc, tu nous as mis aussi des particularités sociétales. Alhamdoulilah, Dieu merci, on a encore ce modèle intergénérationnel qui prédomine, mais attention, il est en train de se déliter tout doucement, dans les grandes villes tout d'abord, et puis aussi dans les petites villes et les villages. Dr Benabou, il a parlé aussi de l'exode rural. Attention, on aura de plus en plus de personnes âgées isolées, et croyez-moi que l'isolement, c'est quelque chose qui tue les personnes âgées. Donc, les contre-indications, je ne vais pas y revenir, mais tu en as parlé. Il y aura les sessions prochaines, on va en parler aussi du diabète et aussi avec d'autres pathologies. Mais quand même, tu as mis l'accent sur quelque chose d'hyper important, qui est la dénutrition. Parce que qui dit jeûne, dit diminution souvent des capacités, on va dire des entrées, hein, des besoins en termes de besoins énergétiques. Et comme vous savez, la personne âgée, quand elle n'a pas assez de besoins énergétiques qui couvrent sa journée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle puise sur ses réserves. Eh bien, les réserves, ce n'est que les muscles. Donc, elle va puiser sur ses muscles et on sait très bien que plus elle puise dans ses muscles, plus elle a un risque accru de beaucoup de problèmes, que ce soit l'exposition aux maladies, on va dire, infectieuses, que ce soit les risques de chute, que ce soit surtout, elle va précipiter la survenue, comme on dit chez nous, en termes gériatriques, des syndromes gériatriques. Et je vais donner juste un petit chiffre pour les collègues et ceux qui nous suivent. Sachez qu'une personne âgée, si elle perd 50% de la masse musculaire, elle décède, indépendamment de toute autre pathologie. Donc attention pour ces types de populations qu'il faut repérer et surtout qu'il faut accompagner surtout son entourage, d'où le rôle important de l'éducation thérapeutique, parce que l'éducation thérapeutique, c'est un joli mot, hein, qu'on trouve aujourd'hui un peu partout, qu'on fait sortir, mais quel type de montage on met en place pour éduquer nos patients et l'autre
entourage et quel type de véhicule on va utiliser pour éduquer toutes ces personnes. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à prévenir, comme il a dit aussi Sibn Abou et Malika, tout ce qui est événement évitable. Donc il y a des choses évitables, on n'est pas toujours sur une notion de culturelle, on dit que tout, sur une vision un peu fataliste, ben, ça va lui arriver, mais non, il y a des choses qu'on peut éviter. Et puis, une notion importante qu'elle a dit Malika, je pense que vous l'avez tous remarqué, la notion de l'obèse dénutrie. Là, on appelle ça l'obésité sarcopénique. Souvent, dans notre contexte culturel, quand on voit une personne, une personne âgée, on dit il est bien, il était en bonne forme. Mais bah, croyez-moi, il est bien juste de l'extérieur, mais de l'intérieur, il n'est pas bien parce qu'il est dénutri. Et souvent, ce qui se passe, une personne âgée, quand elle perd du poids et qu'elle doit reprendre du poids, elle va reprendre quasiment que du gras. Donc, c'est souvent ce qui se passe. Et du coup, qui dit du gras, bah, dit c'est pas de. Il a déjà puisé sur ses réserves et il est exposé à présenter beaucoup de problèmes de santé après. Attention, attention, elle l'a dit, docteur Tofiki, pas de régime restrictif chez le sujet âgé. Pas de régime restrictif chez le sujet âgé. Je le répète 3 fois. Vous mettez une personne âgée sous régime restrictif, vous allez la tuer, tout simplement. Et on sait très bien, elle a parlé des facteurs dysrégulateurs de l'appétit. Une personne âgée, elle va plus garder le goût du sucré, elle va perdre rapidement le goût du salé. Ils ont plus tendance à prendre du sucré. Donc, je ne donne pas les chiffres au Maroc du diabète, on en reparlera, mais il fait des ravages. Les médecins généralistes en savent beaucoup, les endocrinologues, ils savent beaucoup, et je dirais maintenant tous les autres spécialistes, ils savent, puisque le diabète dans notre pays, c'est un vrai problème de santé publique. Je sais juste un chiffre, première cause de dialyse au Maroc, ce sont les patients diabétiques. Et enfin, elle a parlé, docteur Tofiki, de risque accru de déshydratation. Donc, on doit être en mesure d'évaluer ce risque chez une personne âgée. Est-ce qu'il est en mesure de supporter le jeûne? Et puis, le jeûne, il a changé ces dernières années en fonction des pays. Moi, je me rappelle, il y a même là en ce moment, mais je dirais, mais surtout il y a 2-3 ans, à l'étranger, pour couper le jeûne, le Maghreb, il était vers le coup de 22h15, 22h30. Vous imaginez une personne âgée qui n'a pas bu pendant je dirais plus de 14 ou 16 heures. Donc, bien évidemment, il y a un risque de décompensation. Elle a insisté, docteur Taoufiki, sur les pièges diagnostiques. Une personne âgée ne ressemble pas aux jeunes. Les personnes âgées, elle ne va pas avoir le fameux pli cutané qu'on chante et tout. Donc, tout est dans le piège et souvent, ça peut être des chutes, ça peut être de la confusion, ça peut être de l'hypotension. Donc, la réponse, elle est claire. Une personne âgée à risque de déshydratation, de faire d'hypotension, qui a des comorbidités, je dirais des comorbidités instables, il ne peut pas jeûner, il ne doit pas jeûner. Et c'est un peu le rôle et le devoir des scientifiques qui travaillent, comme on dit, main dans la main avec les savants, hein, les frais, il a dit ça tout à l'heure, docteur Benabou, parce que ce langage, il faut qu'il soit aussi aujourd'hui, on est sur un langage un peu scientifique, un peu, on va dire, mais ce langage, on doit le travailler encore davantage pour le vulgariser à travers les médias, à travers aussi tous les canaux qui peuvent faire passer le bon message et éviter le pire, parce qu'on sait très bien qu'au Ramadan, il y a beaucoup de décès au Maroc. La notion des médicaments. Merci beaucoup, Malika, d'avoir abordé cette thématique des médicaments. Et on sait très bien que, comme je disais souvent, 2 choses tuent les sujets âgés. Souvent, c'est les médicaments, quand ils ne sont pas réévalués. Et c'est aussi la négligence. Quand je dis la négligence, ce n'est pas qu'on ne s'en occupe pas. La négligence dans le temps, la négligence dans le diagnostic, dans la négligence dans l'anticipation, de la négligence dans offrir un programme personnalisé de soins adaptés en temps et en heure. C'est ça un peu le mot négligence. On n'a jamais négligé nos seniors et nos vieux. On ne le fera jamais dans notre contexte culturel et on le sait très bien. Mais attention, aujourd'hui, on a de plus en plus, et l'a cité sur le rapport de 2015, Dr Taoufiki, des personnes âgées de plus en plus exposées à la précarité, à l'isolement social, à l'analphabétisme et toutes ces choses-là, il faut en prendre compte. Et on le dit toujours aujourd'hui, ce tandem du médecin généraliste et du gériatre, c'est un tandem qui est complémentaire et on arrivera à faire un travail qui va être un travail de qualité,
mais avec des enjeux énormes en termes de qualité de prise en charge, mais pas que, puisqu'on va éviter la survenue de certains événements comme les accidents vasculaires cérébraux, et on peut aller plus loin pour ceux qui veulent qu'on parle un peu modèle économique. Bien sûr, quand on mettra ça en place, on ne peut que éviter le pur. Donc, les médicaments, quand on comprend un peu ce que c'est que la pharmacocinétique, la pharmacodynamie chez les personnes âgées, un médicament qui peut rester beaucoup plus longtemps, et puis il y a des médicaments qu'on ne peut pas décaler. Il y a des médicaments, par exemple, comme on a dit, on ne peut pas écraser. Et on a eu la chance d'avoir, d'ailleurs, dans le cadre aussi des webinaires organisés avec la SMMG, lors du dernier webinaire, on avait professeur Alaoui Mrani qui nous a fait un très bel exposé sur tout ce qui est médicaments et sujets âgés. On peut toujours y revenir. Donc, attention aux médicaments, surtout adaptons les prises médicamenteuses, surtout des médicaments, par exemple, qui peuvent favoriser la déshydratation, comme les diurétiques, les laxatifs, et dans un environnement où il fait par exemple 38 degrés, 40 degrés, soyons très vigilants. Donc, il faut suspendre les médicaments. Et puis, souvent aussi, qui dit risque de déshydratation, dit prévention. Donc, on peut lever le pied sur ces traitements, mais aussi sur des patients très polypathologiques, grabataires, et même d'autres qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins hydriques. L'hypodermoclyse, ça veut dire c'est l'hydratation sous-cutanée quand ils n'ont pas besoin d'apport hydrique. Dr Taufiki, elle gère plusieurs structures de personnes âgées, elle a des gens de plus en plus dépendants et parfois elle peut prévenir la survenue des déshydratations pour mettre en place on appelle ça l'hypodermoclyse. Encore faut-il que tout le monde sache que ça existe, qu'on peut l'utiliser, et est-ce que les infirmières, et c'est là où tout le travail est intéressant en gériatrie, est-ce que les infirmières sont formées pour mettre en place une prescription du médecin d'hypodermoclyse, comment surveiller ce type d'hydratation, pour surveiller aussi l'état neurologique, cutané, le poids. Donc vous voyez, finalement, on arrive à être très complémentaires. Le rôle du médecin généraliste de première ligne avec le rôle du gériatre quand il s'agit de patients de plus en plus polypathologiques, fragiles, avec des comorbidités, qui va hiérarchiser, c'est un peu ça le mot, il va hiérarchiser tous les problèmes pour ensuite donner un conseil plutôt adapté, parce que peut-être c'est un conseil qui peut lui épargner la survenue de complications, voire même de perdre sa vie. Donc, je m'arrête là par rapport à la partie synthèse de Dr Taufiki. Mille merci pour cette présentation et je vais voir un peu à travers le chat parce qu'il y a beaucoup d'interactions à travers tous les membres qui nous ont suivis. Voilà, un des thématiques, donc je pense que la question, je la pose comme ça, mais celui qui veut se lancer peut répondre. La dépression chez la personne âgée est très fréquente, mais souvent difficile à diagnostiquer. La en charge, est-ce que quelqu'un peut répondre plutôt c'est un constat, mais c'est quelque chose à prendre aussi en compte. Oui, je peux répondre pour la dépression. La dépression, c'est vrai, donc on a ce qu'on dit, il y a la dépression qui est franche, donc on a qu'on voit, donc on a la tunique, personne triste, et il y a la dépression masquée. Parfois, il y a des personnes âgées, donc on a qu'ils ont des plaintes, la douleur, et c'est ce qu'on appelle des douleurs psychologiques. Parfois, donc ils prétendent, donc on a qu'ils ont mal, donc on a l'hypochondriaque, ça rentre aussi dans l'hypochondriaque. Ils ont mal, donc on a c'est surtout des plaintes organiques et normalement c'est comme donc on a un cri d'alarme pour donc on a que ces personnes ils rentrent dans la dépression. Et c'est vrai qu'il y a la dépression anxieuse et la dépression mélancolique. La dépression anxieuse, donc on a c'est surtout les personnes, donc on a c'est des personnes qui sont anxieuses. Et ça peut être, donc on a pris en charge par une psychothérapie ou donc on a par certains médicaments, mais pas, donc on a normalement les médicaments antidépresseurs, on les commence à des petites doses et après on augmente progressivement pour avoir une dose adaptée aux personnes âgées. Donc on a, et la dépression mélancolique, c'est la dépression qui est la plus grave, et qu'il faut se méfier, donc la dépression mélancolique, c'est surtout les réveils au petit matin, donc on a normalement, et les personnes qui restent clouées, donc on a dans le lit, ça il faut bien prendre en charge, donc on a ces personnes, parce que la plupart du temps, ça devient même fréquent au Maroc, ça se termine par des tentatives de suicide, ou même des suicides réussis. Et on sait que chez les personnes âgées,
les suicides chez les personnes âgées, c'est la plupart du temps, c'est réussi. Et surtout chez l'homme. L'homme, donc on a les suicides, et parfois ils donnent même pas leur projet, donc on a de suicide, et ils ont un suicide réussi. Quand ils font, donc on a une tentative, c'est vraiment la plupart du temps, donc on a réussi. Et chez la femme, la plupart, c'est, donc on a des suicides, des tentatives de suicide par injecteuse. D'accord, merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup, Malika. Ça a coupé un petit peu. Pardon, peut-être vous étiez en train de finir un mot parce que ça a coupé un tout petit peu, mais tu as tout ah, dit. oui, d'accord. Tu disais que la femme, on était sur la femme, Oui, elle avait un suicide. Voilà. oui, j'ai la femme, donc on a les tentatives sur la femme, c'est surtout donc on a par ingestion des médicaments. Et Oui, les hommes, donc on a c'est plus violent. voilà. Alors, Mm. en sachant que beaucoup plus ce contexte suicidaire, il diffère aussi d'un pays et d'une région à une autre, et surtout nous, dans notre contexte aussi culturel musulman. Donc, parfois, les suicides, c'est assez peu, heureusement, dans notre contexte marocain. Mais par contre, effectivement, comme tu as dit si bien, une personne âgée, elle ne se loupe pas. Effectivement, quand elle décide de se laisser, de passer à l'acte. Et aussi, parfois, on est aussi sur des notions où une personne âgée peut se laisser aller. Donc, attention à certains changements, comme tu dis si bien, de comportement d'une personne âgée. Quelqu'un qui se laisse aller, il faut agir vite. C'est là où j'ai utilisé le mot négligence. On ne peut pas juste mettre ça sur le dos du vieillissement. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord à travers ce webinaire, on ne peut pas tout expliquer par l'âge. Donc, quand il y a un changement dans le cours normal d'un comportement, c'est qu'il se passe quelque chose et il faut agir vite et vite et vite. Voilà. Donc, merci beaucoup, Malika, pour toutes ces précisions. Donc, je vois encore les questions. Alors, tiens, alors il y a une question euh, récurrente. Oui, en fait, moi, c'est plutôt un constat qu'il a dit, et je préfère qu'il puisse continuer sur cette idée, docteur Benabou, par rapport aux personnes âgées, au cabinet médical, et vous avez parlé de comment adapter plutôt sa consultation ou les locaux d'un cabinet médical de médecins de première ligne par rapport à une population qui va être de plus en plus âgée et qui va être de plus en plus dépendante et avec des problématiques de santé. Donc, est-ce que tu peux compléter quelque chose par rapport à ce constat parce que c'est quelque chose aussi qui part de la réalité, mais il faut être prêt à accueillir de plus en plus des personnes âgées et ça va engendrer des dogmes organisationnels sûrement. Il y a ça, c'est vrai, au niveau des cabinets, souvent, il n'y a pas d'ascenseur. Souvent, les cabinets sont à l'étage. Parfois, on nous amène des personnes qui viennent dans des transports où les gens sont les uns sur les autres. C'est pas des transports où les personnes sont assises et viennent le jour du souk, par exemple, dans le rural. Et ces personnes-là, des fois, elles sont aidées par des passants pour être montées dans le cabinet médical. Le médecin, avec toutes les difficultés qu'il a, faire avancer la personne, à, comme j'ai dit, à la déshabiller, à l'examiner avec des douleurs partout, on n'arrive pas à l'allonger, elle crie, elle n'entend pas, elle a des besoins spécifiques, etc. Elle ne comprend pas bien ce qu'on lui dit, elle n'exprime pas bien ce qu'elle ressent. Et des fois, il y a un rejet. Des fois, on les fait venir malgré elles, ces personnes-là. Et donc, ce qui fait que pour un médecin généraliste, c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que le résultat n'est pas toujours là. Il n'est pas toujours là parce que d'abord à cause de la maladie, mais aussi à cause de l'infrastructure, à cause du manque de soins, à cause du manque de moyens. Et cette frustration-là fait que peut-être ça pourrait expliquer pourquoi il y a ce si long désintérêt du médecin généraliste par rapport à la gériatrie, parce que c'est des frustrations chroniques pour le médecin également. Et bon, c'est des souffrances, nous sommes des humains, nous partageons un peu les souffrances de nos patients. Et donc, mais peut-être que puisque le médecin généraliste est essentiellement dans la prévention du médecin généraliste doit s'installer chez l'adulte jeune, même à partir de l'enfance. Je pense que dès qu'on est, on commence à vieillir quelque part. Bon, pour caricaturer un petit peu,
Mais toujours est-il que la prévention, on doit préparer la personne âgée, encore que l'environnement le permette. Pour faire du sport, par exemple. Le béton prend la place des espaces verts, la circulation, le bruit, la pollution font que il y a aussi le manque de salles de sport. Tout ça concourt à faire que nos malades soient, que nos personnes âgées soient plus malades qu'elles ne devraient l'être dans un environnement plus sain. Et donc, le médecin généraliste qui doit faire de la prévention par une bonne nutrition, donc il faut une formation en nutrition, il doit passer les bons messages, et les messages sont plus importants dans ces cas-là que les médicaments, parce qu'il évite justement les médicaments. Et aussi, puisque j'étais membre du comité technique et scientifique national de vaccination, le médecin généraliste, aujourd'hui, ne vaccine pas suffisamment au Maroc. Et donc, il pourrait se former. Vous voyez qu'à partir de la gériatrie, on a sorti la nutrition, on sort la vaccination, et on pourrait sortir beaucoup de choses très simples qui pourraient assurer une vie, disons, plus saine pour nos seniors, comme vous avez dit. Ben merci. Et aussi un problème très important, c'est que je l'ai écrit dans un texte, c'est que quand on fait une greffe d'un cœur, c'est les médias qui s'en ont pas pendant une semaine. Tous les médias, on en parle, des émissions de télé, etc. Mais jamais, comme je l'ai écrit ce matin, on applaudira les médecins qui évitent une insuffisance rénale chronique, qui évite un AVC, qui évite. Et cette non-reconnaissance fait que le médecin, qui a aussi énormément de charges, qui doit assurer sa retraite parce qu'il n'en a pas, c'est l'avenir de ses enfants et tout ça, fait que la formation qui lui prend également énormément de temps, qu'il finance de sa poche en plus du reste, font qu'on ne peut avoir qu'une médecine qui ne réponde pas aux besoins de la population. C'est pour ça qu'il faut restreindre le champ d'action des médecins, lui fixer des objectifs, parce que l'étudiant en médecine, quand il rentre à la faculté, il rentre, commence à faire des cours, il ne sait même pas pourquoi, on ne lui a pas défini une mission avec des objectifs précis. Et là, il faut peut-être que, justement, c'est le but du travail que nous faisons dans le cadre du projet Regard, c'est qu'on a sorti les pathologies les plus fréquentes, les plus coûteuses qui peuvent s'aggraver par des complications et tout ça. S'il se forme sur ça, s'il réduit ces pathologies budgétivores et chronophages aussi, je pense qu'on aurait rendu un grand service à la population. Et je reprends le chiffre, 2050, une personne sur 5 sera considérée comme une personne âgée. Et c'est maintenant, puisqu'on est dans la prévention, c'est aujourd'hui nous qui devons prévenir ce qui va se passer d'ici 2050. Ben, merci pour ce message du cœur, c'est Ben Abou. Et je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ce que vous venez de dire, et notamment que qu'il faut commencer maintenant. Et quand je dis le temps et la riposte, on est sur le temps de riposte, et d'autant plus qu'on est dans un temps de post-Covid et cette transition un peu démographique, sociétale. Et puis je pense que aussi, j'espère, et puis je reste quand même confiant, parce qu'on vit une transition historique avec ces frustrations chroniques chez une population qui était faiblement couverte par la couverture sanitaire. Aujourd'hui, avec la couverture sociale généralisée, ça va changer beaucoup de choses dans la qualité de la prise en charge de nos seniors. Et vous l'avez si bien dit, Sibn Abou, je pense que la formation, et vous l'avez dit, et je pense que vous le disiez même, je ne vous connaissais pas à l'époque, vous l'avez dit, et je suivais un peu ce que vous avez écrit, c'est ce qui permet de parler déjà le même langage et trouver les outils et les adapter dans un contexte. Parce que souvent, quand nous en gériatrie, je pense que Malika, elle le dira, ça fait une vingtaine d'années qu'on exerce, souvent les réponses qu'on nous dit, il n'y a rien à faire. Et la personne, le gériatre, il va vous dire toujours, il y a quelque chose à faire. C'est là où tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire, c'est que là où le gériatre, il vous dira qu'il y a toujours quelque chose à faire pour répondre. Alors, le temps presse parce que je pense qu'il reste peut-être 2 petites minutes. Il y a une question et je rejoins aussi parce qu'il y a dans les commentaires de la secrétaire générale de la CMMG qui est docteur Loubna Mansouri qui a fait plein de questions pertinentes. D'ailleurs, la dépression, c'était sa question. Je la remercie vivement. Et alors, une autre question de Madame Nouria Zindafou. Je pense que
comment sensibiliser une personne âgée à ne pas jeûner quand elle a des contraintes médicales? Donc, tout le monde peut répondre, mais je pense que déjà, il faut trouver les outils pour la convaincre et pour m'expliquer. Ouais. À toi la parole, Malika, peut-être pour Ouais, cette question. Comment c'est vrai. sensibiliser? Pour les personnes âgées, donc c'est compliqué de ne pas leur dire. Donc pour eux, c'est un devoir de jeûner. S'ils jeûnent pas, ça veut dire qu'ils ne servent plus à rien. Mais les problèmes, donc on peut adapter. C'est pour ça que c'est très essentiel. Donc on a que la personne âgée, elle consulte son médecin traitant d'abord avant de jeûner, avant de commencer. Donc on a le commencement du mois de Ramadan. Qu'ils fassent, donc on a tout un bilan et regarder comment on peut adapter ces traitements. Si donc on a des traitements, on peut les adapter. Donc on a parce qu'il n'y a que le ftour et le suhour, donc on peut pas, donc on a le soir et la nuit. Et en deuxième chose, donc on a ces pathologies. Il y a des pathologies impossibles, donc qu'on peut leur demander, qu'ils peuvent même essayer. C'est surtout le diabète insulino-dépendant. Il y a des maladies, par exemple, donc on n'en a pas parlé, de maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, c'est compliqué, donc on a décaler les traitements, parce que si on décale les traitements, ça veut dire que le patient, il passe, donc on a en période, donc on a off, il va plus être donc en période on, ça va augmenter les rigidités. Il y a donc on a des maladies qu'on peut pas, donc on a exemple, donc on a les insuffisances rénales qui sont, donc on a sous dialyse. Donc on a là avec donc on a et les insuffisances rénales qui sont pas dialysées avec la déshydratation et on sait pourtant donc on a que l'hydratation elle est très importante donc on a pour la fonction rénale. Avec le vieillissement on perd quand même donc on a pas mal de néphrons qui peuvent aider donc on a pour la fonction rénale et pour élimination donc on a des urines. Par contre il y a des maladies qu'on peut s'adapter. Donc on a l'hypertension artérielle, mais à condition qu'elle soit équilibrée. S'il n'est pas équilibré, on peut même donc on a l'aggraver et passer même donc parce que avec le Ramadan donc il y a le stress, il y a l'effort, il y a pas mal de choses qui peuvent augmenter. On sait avec le vieillissement, il y a une rigidité des parois des vasculaires et c'est comme ça donc on a que l'artère il peut pas se contracter et la pression elle est toujours augmentée. Donc, s'il n'est pas équilibré, on ne peut pas donc on a permettre à la personne âgée. Donc, c'est comme ça que le médecin traitant, il peut préparer la patiente ou le patient avant le Ramadan et essayer de le convaincre. On sait très bien donc on a que nos aînés, parfois ils vont dire oui, mais ils vont pas donc on a faire parce que pour eux le Ramadan c'est essentiel. Merci Malika pour toutes ces précisions. Et j'ai lu aussi un autre commentaire, mais là, je pense qu'on va bientôt clôturer. Et je pense que les personnes âgées, déjà, une chose qu'elle nous a appris dans notre humble expérience, c'est que tout se négocie avec elle. Donc, on a appris, je pense, avec ces années, je pense Malika, elle le sait aussi, tout se négocie avec elle. Et je pense que c'est tout un travail aussi de sensibiliser. Et c'est pour ça qu'on dit que le patient et son entourage, acteurs de leur prise en charge. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des années aussi de travail, ça se travers aussi à travers les montages. Tiens, on a parlé de la dénutrition. Aujourd'hui, on a vu que même à l'échelle nationale, je prends l'exemple de la France, on a vu que ce problème-là prenait de l'ampleur et ils ont fait de la dénutrition une cause nationale. On va bientôt passer à la 3e édition de la Semaine nationale de dénutrition. Nous, on a participé sur les 2 anciennes éditions. C'est sur ce type de travail, il faut qu'il y ait un travail, un plaidoyer pour une personne âgée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les bonnes personnes autour de la table. Et je dirais toutes les personnes. C'est une vision à 360 degrés. C'est pas une vision uniciste. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avancer. Et moi, je dirais, au Maroc, la réponse pour nous, elle est claire et évidente, c'est le médecin généraliste, le médecin de famille de première ligne qui pourra répondre à ces besoins un peu partout dans le Maroc avec toutes les disparités qu'on connaît dans les régions et entre toute l'offre de soins. Donc, à travers ça, sur un aspect de territorisation de la santé, on peut faire que du bon travail. Donc, l'Alliance s'inscrit bien évidemment dans ces orientations, que ce soit nationales et royales, d'associer aussi les Marocains du monde dans le processus de développement dans notre pays. Donc,
Donc, je pense que on sait tous que le Marocain, il est viscéralement rattaché à son pays d'origine, à qui on leur doit tout. Moi, et même Malika, elle me rejoint, je pense qu'on ne cessera jamais de remercier nos professeurs, nos maîtres. Sans eux, on ne peut que se réjouir et dire aujourd'hui, si on a pu s'intégrer dans une autre société, on va dire, qui est l'une des puissances, mais c'est grâce à cette formation. On peut toujours faire ces synergies, ces passerelles entre les deux rives avec nos collègues pour s'inscrire déjà dans la continuité de ce qui se fait. On ne peut que l'applaudir, cette continuité, mais je pense qu'aujourd'hui, le temps nous presse, il l'a dit Sibn Abou, c'est maintenant, et je pense qu'il y a besoin de 1000 A2G, qu'il y a 1000 CMFG, il y a besoin de 1000 entités ou sociétés savantes, parce que ça ne peut que se traduire par des choses positives qui profiteront avant tout et en dernier à la population. Mille merci à Malika pour ton intervention pertinente, toujours avec ta parole très douce, très sage, mais avec beaucoup de connaissances. On te verra encore bientôt avec nous. Je pense que tout le monde te réclamera, et parce que pour te faire apparaître, c'était difficile, mais on a réussi. Merci beaucoup, Malika. Sibn Abou, c'est, je dirais, le maître Ben Abou par sa sagesse, par sa richesse, par ses échanges. On va dire, on s'ennuie jamais avec vous, et en plus, on sent aussi le travail de terrain et la productivité. Donc, on dit toujours qu'avec Sibn Abou, qui a toujours été acteur, moteur dynamique sur plein de choses. Moi, je suis content au nom de l'A2G et tous ses membres de faire ce travail avec vous et en partenariat. Merci à toi, cher ami. Merci beaucoup à ton équipe, à Madame Loubna Mansouri, à Simelouli, à Bouzid, ceux que j'ai pu croiser, et à Monsieur Njdi Adil qui travaille avec vous sur le projet Regard et toute son équipe. Je ne cesse jamais de remercier le monde. Merci beaucoup à Si Ahmed Benjeloun qui nous a encore une fois offert gracieusement sa plateforme professionnelle, et bien sûr vous aurez l'enregistrement complet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Je vous annonce le titre, ça sera la nutrition chez la personne âgée. On va évoquer plein de thématiques transversales. Donc vous voyez, on rentre dans les sous-spécialités, comme il a dit Sibn Abou, un océan dans l'océan. Et ben on continue à apprendre. Rendez-vous à la même heure, 18h heure française, 16h heure de Rabat. Ramadan Mubarak, et à très bientôt. Et merci pour l'invitation, merci Malika. Et avant de prochain, bon Ramadan également. Bon Ramadan à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.